Alors, intensifier, Claire, tu nous as bien présenté les choses, c'est suturer, c'est recoudre, c'est travailler avec le vivant, c'est travailler avec les hommes, avec des gens qui sont déjà là, c'est trouver cet équilibre entre le plein et le vide, construire l'espace, définir la relation entre l'architecture, la nature, et c'est améliorer le quotidien des habitants, et c'est de faire passer, on a vu de très beaux messages depuis tout à l'heure, c'est comment trouver un équilibre entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Des fois, comment ces deux thématiques s'opposent. Mais moi, j'aurais déjà une première question à te poser. Dans ce travail d'urbaniste, il y a une vision globale, il y a une réflexion. Tu nous as bien expliqué les outils, notamment l'outil maquette, qui est pour nous, architectes, un outil indispensable à la conception. La maquette au 200e, c'est important, c'est pas neutre. Au 200e. Voilà, la maquette urbaine au 200e, c'est très important, c'est quelque chose qui n'est pas courant chez les urbanistes. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de comment à un moment donné, tu passes la main, parce qu'il y a une vision globale qu'il faut faire partager à la fois à l'architecte qui va venir, au maître d'ouvrage qui va devoir s'inscrire dans cette thématique. On a vu dans ce que tu nous expliquais, il y a parfois il y a de l'émotion quand tu vas revoir les quartiers ou que l'ami de ton ami t'envoie la photo. Et c'est vrai que ces réussites-là, c'est un plaisir, mais avant que tout ça arrive, c'est le temps long de l'urbanisme. C'est pas l'architecture, on est plus sur 5-6 ans. L'urbanisme, c'est 10-20 ans. Donc comment créer ce lien et comment arriver à maintenir cet enthousiasme, et en tout cas cette envie de faire que tu développes, tu nous as clairement exprimé, pour que les différents acteurs... Alors, il y a un acteur essentiel dont on ne parle pas souvent, qui est le paysagiste, parce que c'est vrai que dans tes projets, tu parles de renaturation, la présence du végétal, et c'est vrai que c'est un acteur aussi qui est très important dans l'urbanisme des villes, aux côtés de l'architecte, aux côtés du maître d'ouvrage. Voilà. Donc, si tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne cet équilibre entre tous ces acteurs. Alors, effectivement, j'ai pas eu le temps de préciser le partenariat avec le paysagiste sur les deux projets que je vous ai présentés. Il est essentiel avec Jacqueline Hosty sur l'île de Nantes et avec Atelier Georges à Rennes sur l'entrée de ville notamment. Et il y en a d'autres, il y a des ingénieurs hydrologues, il y a des ingénieurs VRD, il y a des sociologues parfois, etc. Et il y a les habitants. Et en fait, l'urbain, c'est tellement complexe, c'est pas forcément compliqué, mais il y a une complexité de lecture, de compréhension des territoires, des différents aspects d'un territoire, l'aspect grande échelle, l'aspect historique, parce qu'on fait aussi un travail sur carte pour essayer de comprendre comment l'établissement humain s'est installé à ces endroits-là, l'aspect vivant, les arbres en place, etc. Et donc on a besoin vraiment de ces multiples regards pour, à mon sens, faire un projet, et ce qu'expliquait aussi Didier Calfa tout à l'heure, faire un projet voilà, qui élargit, qui a un regard large. Donc c'est un projet à plusieurs mains, ça c'est essentiel. Et le paysagiste et l'architecte sont en particulier des partenaires dans tous nos projets. On les choisit soigneusement parce que on choisit aussi des partenaires avec qui on va s'entendre. Donc moi je monte pas des équipes quand je réponds à des appels d'offres d'opportunités. Je monte des équipes choisies. Parce que c'est un paysagiste local parfois, parce que c'est un jeune paysagiste une autre fois, parce que c'est un paysagiste qui a une approche très spécifique sur la question des sols une autre fois. Et c'est important d'avoir un regard quand même commun sur tout ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est-à-dire la question des usages et la question du vivant. Pour que ça se passe le mieux possible et qu'on soit là pour faire un projet d'ensemble. Je défonce des portes ouvertes, mais en tout cas, c'est vraiment important de le dire. Après, sur la question du passage, de passer la main aux architectes, je l'ai rapidement dit, mais effectivement, ça nécessite un peu de précision. On demande, et les aménageurs maintenant y viennent, on demande qu'il y ait un choix dissocié de l'opérateur, donc promoteur ou bailleur, et de l'architecte. C'est-à-dire que l'aménageur choisit son opérateur sur des ambitions, des charges foncières, etc. Et ensuite, on choisit l'architecte avec l'opérateur, l'aménageur, les élus et nous, et les paysagistes.
pour pas se faire imposer des architectes un peu toujours les mêmes, qui travaillent toujours les mêmes opérateurs. Bon, je vous fais pas de dessin, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour laisser la place à des jeunes équipes, réduire la taille des lots, c'est aussi donner l'opportunité à des jeunes architectes de travailler. C'est-à-dire qu'un lot de 200 logements, on va demander un chiffre d'affaires d'1 million. Un lot de 50 logements, voilà, ça laisse la place à des architectes. On demande aussi souvent un binôme, c'est-à-dire un architecte plus confirmé, qui reste quand même jeune, et un jeune, en général local, pour donner aussi la chance aux jeunes architectes d'accès à la commande. Donc ça, c'est quasiment systématique dans nos opérations. Bravo. Donc ça m'a... Voilà. Et ensuite, l'outil de transmission, c'est la fiche de lot. Donc j'en ai un tout petit peu parlé. Dans la première partie de la fiche de lot, on raconte le projet. On raconte la manière dont on s'est saisi d'un territoire, d'une géographie, d'une histoire, et donc comment on en a fait une vision urbaine. Et dans la deuxième partie, on donne des prescriptions très spécifiques sur le lot, qui sont plus des prescriptions qualitatives, comme je l'ai dit, que formelles. Nous, on n'est pas des urbanistes qui dessinons la ligne de ciel dans laquelle il faut rentrer. Et en particulier sur des quartiers comme ceux-ci, où finalement la question de la mitoyenneté elle est essentielle aussi, on choisit, on demande aux architectes de travailler ensemble, et aussi la maquette est là pour ça, pour vérifier que le projet du voisin va pas complètement ombrager le cœur d'îlot, voilà. Et ensuite, on fait une sorte de compagnonnage le temps de la conception. Donc là, c'était via l'unité de bloc. Donc sur un bloc comme le bloc A dont je vous ai parlé, il y a 8 architectes. Il y a 4 opérateurs et 8 architectes. Puisqu'il y a 2 architectes, un jeune et un vieux. Voilà, en moyenne. Un jeune, un vieux. Un jeune inconfirmé. Il n'est pas forcément vieux, mais un jeune inconfirmé. Donc 8 architectes et 4 opérateurs. Et donc il faut animer tout ça. Donc on fait des ateliers avec chaque architecte au fil du développement de l'opération, à chaque étape. Pas tant pour contrôler l'architecte que pour contrôler l'opérateur. Je le dis volontairement un petit peu provoque par rapport à ma voisine, mais c'est-à-dire que comme on est entre architectes pour une fois, on va en profiter. C'est-à-dire que il y a souvent beaucoup de bonnes intentions quand on fait une candidature sur un lot, et puis l'économie, et on sait qu'elle est complexe aujourd'hui, d'autant plus complexe avec les ambitions environnementales qu'on doit faire rentrer dans les lots, qu'au fur et à mesure du projet, parfois ça se dégrade un tout petit peu. Donc on est là non pas pour imposer, mais trouver le bon curseur, parce qu'au final, il faut que l'opération sorte. Et si on impose trop de choses, ça sort pas, au détriment de tout le monde. Donc la question, c'est le dialogue et le travail en atelier au fur et à mesure du suivi du projet. Et dans le cas du quartier République, on a eu des temps aussi de travail autour des maquettes à 8 architectes. Voilà, pour vérifier que d'un point de vue volumétrique, ça se passait bien, d'un point de vue matérialité, ça se passait bien. Voilà, donc c'est un compagnonnage. D'accord, alors, je vais venir très vite sur une question pour Julien, après on reviendra sur la posture de la maîtrise d'ouvrage. Mais là, il y a quelque chose moi, qui me paraît très important, et je m'adresse à toi avec ta casquette d'enseignant. Il me semble indispensable aujourd'hui dans les écoles d'architecture de se questionner sur la question de la métropole, du grand territoire. Je sais que Julien, tu animes depuis plusieurs années un workshop sur la ville de Marseille et ses alentours. L'idée, on en a parlé, c'est d'avoir un dialogue commun entre architectes et urbanistes, au même titre qu'un architecte est sensible à la structure. Il n'y a pas d'architecture sans structure. Il me semble important que tu témoignes là-dessus. Former des architectes, c'est aussi les former à une vision globale, dézoomer en permanence. Enfin, c'est des sujets sur lesquels on échange régulièrement. L'architecte, très souvent on a critiqué l'architecture d'objets dans des actes où finalement on se retrouvait avec une accumulation d'objets architecturaux. Et pour que le dialogue passe, je pense que c'est essentiel que les futurs architectes, je ne sais pas s'il y en a, j'en ai vu un dans la salle, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'ils soient sensibles à cette question-là. Quand on regarde un projet, il faut d'abord comprendre son territoire, comprendre où on s'installe,
Et ce lien-là, il est indispensable, et je crois que Julien mène ce travail depuis plusieurs années, si tu peux un peu témoigner là-dessus. J'essaie. J'essaie. C'est pas la tendance aujourd'hui. La tendance, c'est l'air du temps, c'est plutôt à se recroqueviller sur la question de la matérialité, de l'îlot, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de la direction des écoles, mais également des aspirations des étudiants. Il y a des moratoires contre la construction qui circulent. La construction neuve est vécue ou interprétée aujourd'hui dans les écoles comme quelque chose presque de criminel. Construire du neuf, ça veut dire faire de l'extraction, ça veut dire polluer, et l'hypersensibilisation, peut-être au-delà du raisonnable, sur ces enjeux environnementaux des étudiants en général, fait que, pour le moment, il y a une forte réticence. La métropole n'a pas la cote aujourd'hui. Dans les écoles, c'est regrettable, parce que c'est quelque chose de nécessaire, on en a pas mal parlé. Par contre, on est un petit groupe de derniers des Mohicans, à essayer de sensibiliser. Effectivement, la plus-value, c'était ça, l'intitulé de la table ronde, je pense, la plus-value de l'architecte dans cette planification urbaine, elle est absolument indispensable, parce qu'elle apporte ce qu'on appelle le transcalaire, c'est-à-dire non pas ce qui serait une vision actuelle d'une répartition en silos des échelles de travail avec des urbanistes d'un côté, des designers de l'autre et des architectes au milieu qui font du bâtiment. En fait, les choses, elles sont éminemment imbriquées les unes dans les autres pour produire des objets. J'étais heureux d'entendre cette question du 200e. C'est une bagarre, une bataille que je livre tous les ans avec les étudiants, parce que c'est vraiment l'échelle où la question urbaine vient rencontrer la question de l'architecture. Moi, ça m'a toujours intéressé, c'est mon background de Bigness, de OMA, etc. Ces architectures qui sont un peu de l'urbanisme, qui sont sur ce fil du rasoir entre les deux notions, mais le 200e, que ce soit en maquette, effectivement, il permet de rentrer dans les espaces, il permet de mettre en scène une des plus-values essentielles de la désirabilité de cette densité dont on parle, qui est le rêve. C'est évoqué comment faire rêver des gens en les projetant, surtout dans le vide, dans des espaces publics qui sont denses, qui sont intéressants pour qu'il n'y ait pas un rejet. Ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Quand on les interroge, les trois quarts d'entre eux disent bah ouais, moi je voudrais bien vivre dans une maison, mais je sais bien que c'est plus possible aujourd'hui, que je devrais vivre dans du collectif. Et je termine sur cette question de transcalaire. Tu parlais de structure. Quand on fait de l'urbanisme, qu'on s'arrête aux 500 avec des petits cubes, quand c'est traversant, ça fait 16 mètres, quand c'est des densités, quand c'est mono-orienté, c'est 12 mètres, quand ceci, cela, qu'on achète des choses. Quand on est architecte, on arrive à rentrer dedans, on rentre dans les espaces, et notamment au niveau de la multiplicité des différents programmes qu'on arrive à articuler au sein d'un même bâtiment, qui pose la question de la stratification, qui pose la question de ces îlots mixtes extraordinaires là, que tu as présentés. C'est la coupe au 200e qui introduit. La coupe au 200e, elle permet de voir des gens, elle permet de se projeter. Projeter, ça veut dire que faire rêver les gens, ça veut dire qu'ils puissent se projeter à l'échelle humaine, à l'intérieur des dessins, à l'intérieur des espaces et des perces, évidemment, c'est des maquettes, mais c'est aussi la coupe, où on voit les gens et on voit d'un coup l'articulation avec l'espace public, on voit le sol en profondeur, on voit la pleine terre, on voit les aménagements de rez-de-chaussée, on voit la grande hauteur, on voit ce qui se passe au-dessus, on voit le rapport au ciel, on voit les épaisseurs de façade. La coupe est un outil sur lequel on travaille depuis longtemps, qui a été plébiscité, vous connaissez tout le travail d'Oma sur cette question-là, mais au moment où on veut vraiment articuler les deux échelles urbaines et architecturales, c'est un des outils les plus puissants, et la coupe, elle parle de structure, toujours, c'est Vitruve, le plan, la fonction, la façade, l'esthétique, et la coupe, la structure, arriver à empiler, à superposer des programmes différents, on parlait d'activité tout à l'heure, sur du logement qui est mutable en bureau, qui c'est pas les mêmes trames, etc. C'est ces coupes-là qui permettent de travailler sur ces notions. Et ça, il n'y a que l'architecte qui est capable de concevoir ces bâtiments hybrides, en fait, qui jusqu'à la structure, c'est-à-dire une échelle très très fine de développement, en passant par les épaisseurs de façade et autres, arrivent à faire ça. Voilà. Donc à l'école, on essaie d'expliquer ça, on essaie d'expliquer juste par rapport à cette IMVT qu'on évaluait tout à l'heure, j'ai pas trouvé comment traduire ces notions, mais là où en anglais on a deux notions vraiment distinctes pour le urban design et urban planning. Urban planning, c'est tous les outils opérationnels, les PLU, etc., qui permettent de planifier les choses. C'est ça qu'on apprend à l'UAR. Le urban planning, c'est le dessin de la forme urbaine. Ça, c'est toujours des architectes qui le font et c'est pas vraiment enseigné. Et donc, j'essaie de réintroduire à grande échelle cette notion de design urbain pour que on l'articule mieux avec après les outils opérationnels sur lesquels travaillent les MVT. Un dernier mot, je conclue dessus. Le workshop, lui, il travaille à l'échelle territoriale. On travaille avec Vincent, que je remercie pour tous ces partenariats, sur ce qu'on appelle des transsects,
qui sont extraordinaires, qui sont des bipolarités. En fait, on interroge au lieu de prendre chaque polarité en tant que telle, on interroge des territoires entre deux grandes polarités. C'est des territoires qui font 30 km de longueur, des choses comme ça, et sur lesquels on vient interroger des notions qui sont un peu mises de côté dans l'école. À l'école, on s'interroge beaucoup sur comment on construit et en quoi on construit. La question de où on construit et de combien on construit, ben ça, c'est des questions que nous, on pose à travers ça et à travers tout ce qui a été évoqué aujourd'hui sur l'opérabilité de ces choses-là. C'est ça sur lequel il y a une réelle plus-value également à apporter en amont des décideurs, des politiques qui peuvent se servir de ce workshop, mais également consulter ultérieurement d'autres intervenants, des architectes, etc., pour mieux planifier un aménagement territorial. Et dans ce sens-là, la métropole est absolument l'échelle indispensable dont on a besoin pour travailler. Voilà. D'accord. Alors du coup, ça me permet de rebondir sur un peu une double question pour leur délivrer. L'intensification, ça questionne évidemment sur la densification. La ville dense, on viendra après peut-être sur la métropole, mais la ville dense, c'est cette ville active 24 heures sur 24, on descend, il y a le troquet en bas, il y a le café, les commerces, on a un peu tout à portée de main, mais c'est vraiment cette densité qui est nécessaire à la ville. Alors c'est assez étonnant ce que tu nous racontes, qu'aujourd'hui les jeunes archis préféreraient vivre à la campagne, dans la maison toute seule avec sa piscine. Il y a une espèce de rêve, les utopies qu'on avait dans les années 70-80 sont complètement bouleversées, mais il est important d'arriver à fabriquer cette ville désirable, cette ville où finalement il y a deux échelles. Il y a une échelle de sol où on a la vie, l'activité, enfin ce que tu décrivais dans ta conférence tout à l'heure, et en même temps cet étage, cet espace refuge qui est le logement, l'habitat, et c'est là où l'architecte il a un rôle extrêmement important pour valoriser cette question de l'espace, de la spatialité d'habiter, avoir des logements traversants, construire l'espace extérieur, l'espace en plus, surtout chez nous dans nos régions. Et moi j'aimerais savoir comment, à un moment, comment la maîtrise d'ouvrage, l'aménageur, que ce soit Urbanera ou historiquement chez Bouygues, comment à un moment on joue le jeu avec l'équipe d'urbanistes, avec les architectes, pour accepter qu'il y a une densité acceptable, désirable, fabriquer du vide, accepter que finalement, sur un lot, on peut ne pas tout construire. On avait évoqué ces questions aussi dans le cadre du développement d'Euromed, où il y avait des appropriations temporaires d'espace. L'exemple, c'est ici Marseille, où vous vous êtes rendu compte, finalement, c'est un lieu qui fonctionne super bien, ben, on le conserve, on est capable de rebondir, de changer la fiche de l'eau, de changer le projet urbain pour dire ben, cet endroit-là sur lequel on devait trouver peut-être des mètres carrés, ben, on le laisse vide. Et c'est intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Ok, bonjour à tous. Merci aussi de m'avoir invité au milieu de tous les architectes. Le vilain petit donc, canard. J'espère que vous n'avez pas de tomates à me lancer. Et donc, comme je le disais aussi en préparant, moi je vais vous parler avec le cœur, c'est-à-dire avec la manière que j'ai et le bon fil rouge à moi d'être maître d'ouvrage privé. Je préfère ce mot-là que le mot de promoteur qui est trop connoté négativement selon moi, alors qu'en fait, c'est un rôle qui reste important, en tout cas indispensable. Parmi tous les rôles que vous avez évoqués tout à l'heure, il y a aussi celui de maître d'ouvrage, que ce soit dans une petite maison où il faut agrandir d'une pièce, d'une chambre, comme dit tout à l'heure, ou à une autre échelle. Donc, je suis quand même convaincue que le maître d'ouvrage est important dans une opération. Et pour revenir sur ce que tu disais, en fait, donc j'ai travaillé pendant 6 ans sur le projet des fabriques à Marseille, qui est sur la partie Euromed 2. Donc, c'est un groupement privé qui avait remporté un AMI lancé par Euromed pour, en tant un peu qu'aménageur délégué, on va dire ça, sur 14 hectares. Donc 14 hectares, c'est quand même un gros bout de ville, qui était en fait une poche totalement industrielle, soit construite, soit juste une friche. Et donc aujourd'hui, il y a une partie qui commence à être construite. Et la crise est passée par là, donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais le sujet de l'intensification, et le rôle du maître d'ouvrage en lien avec toute l'équipe, il a été éprouvé à 2 reprises. Tu en as évoqué un exemple avec ici Marseille. Donc là, c'était une grande halle logistique
qui existait mais qui était complètement vide parce que c'était une friche industrielle. Et nous, donc opérateurs privés, on s'est dit, en fait, il faut déjà commencer à amener un peu de vie, l'architecture vivante et la vie dans cette espèce de poche qui n'était pas du tout traversée. Je rappelle, quand c'est 14 hectares, il y avait pas de rue, il y a aucune tramviaire n'existait, et donc elle était traversée par absolument personne. Et donc une manière de venir créer la vie, c'était de venir occuper cette grande halle logistique avec ici Marseille qui a je dirais on appelle ça une manufacture collaborative. Moi j'aime bien dire un coworking artisanal. Donc c'est des artisans qui mettent en commun des machines-outils. Ils devaient vivre là 2 ans comme de l'urbanisme transitoire si j'utilise les mots à la mode. Et en fait ça marche tellement bien que en fait on s'est dit et pourquoi pas transformer le plan urbain et le bouger, accepter que les rues ne soient pas que la trame ne soit pas celle qui avait été imaginée à l'époque, c'était en 2015, et de venir créer cette chicane qui n'était pas dans le même objectif que ce que tu as décrit tout à l'heure, mais au final, ce sera les mêmes conséquences. Donc, première idée, donc ici Marseille va pouvoir rester, en tout cas, ce coworking artisanal va rester. Le deuxième exemple, et pour lequel finalement, dans le premier, que ce soit l'architecte ou le maître d'ouvrage, finalement, personne d'autre n'a décidé que le fait que l'activité, l'usage était pertinent et du coup, on en a tous convenu. Il n'y avait pas ni de contradiction, ni de débat à avoir. Alors, ok, il y a toujours un débat sur le foncier qui paie le loyer, tout ça, mais ça, on va pas en parler maintenant. Et en fait, il n'y avait pas de débat. Le deuxième exemple sur les fabriques, c'était... sur ces 14 hectares, il était prévu de faire 250 000 mètres carrés. C'est énorme. En fait, c'est trop dense. C'était vraiment très dense. Et depuis 2015, donc maintenant ça fait 10 ans, on a eu le temps de réfléchir à plusieurs reprises. On en est au 3e groupement d'urbanistes d'ailleurs, il y a Jennifer Carré qui est là et qui représente, voilà, et qui représente la nouvelle équipe d'Urba qui va bosser sur Euromed. Et donc, du coup, on a eu le temps de beaucoup réfléchir. Et sur ces 250 000 mètres carrés, maintenant, ces mètres carrés ont fondu parce qu'on s'est dit, collectivement, aménageurs publics, le PA, aménageurs délégués privés et promoteurs, dans un premier temps. Et puis, évidemment, avec l'Urba, enfin les deux Urba, il y a un Urba côté Romed, un Urba pour notre groupement privé. Et les archis, on s'est dit, mais en fait... le parc des Égalades, il va être construit dans je ne sais pas combien d'années. Il sera superbe, il est proche, mais il est vraiment loin dans le temps. Et finalement, c'est trop dense. Donc, on a fait une croix sur un îlot. Je ne sais plus, 10-15 000 mètres carrés, peut-être de surface de plancher, ou 20 000. Enfin, c'était un îlot, je n'ai plus la surface prévue en tête. On s'est dit, en fait, on va le transformer en espace vert. Et évidemment, ça a fait débat avec l'Urba, et finalement, c'était pas forcément les méchants promoteurs qui avaient envie de défendre leur charge foncière pour avoir leurs bénéfices, etc. Et les gentils architectes qui disaient non, mais moi je veux du vert, parce qu'en fait, un archi, il a aussi besoin de construire. Donc le cliché qu'on peut avoir en tête n'est pas forcément celui qui s'est appliqué. Mais quoi qu'il en soit, ce débat et cet échange, plus que le débat, a permis de conclure à un parc qui va être créé à la place d'un îlot. Et du coup, c'est un bon exemple, je trouve, de travail commun, puisque même si ça aboutit à une non-construction, à un espace vide, en fait, c'est un espace qui va se remplir de vie, et c'est ça qui va aussi donner la vie bien avant que des immeubles se construisent autour. Claire, tu voulais réagir sur... C'est un promoteur rêvé. C'est rare. Non, c'est vrai que moi, j'en ai jamais rencontré des promoteurs qui enlèvent de la charge foncière. Et du coup, juste une question sur la préservation de la halle, donc d'une grande halle, si j'ai bien compris, c'était des charges foncières en moins aussi. Comment vous avez fait pour équilibrer en tout cas, respecter un bilan initial ou dégrader votre bilan? Enfin, quelles étaient les contreparties? Est-ce qu'il y en a eu? Alors, en fait, c'est un projet qui est sur le temps long avec un opérateur privé en plus d'un aménageur public. Donc, le PA, c'est l'aménageur public et lui, il a gardé tout ce qui est acquisition foncière avec application de la préemption, etc.
via la DUP. Et donc c'est l'EPA, Euroméditerranée, qui a acheté toutes les parcelles. Et nous, après, en tant qu'opérateur privé, on a 2 fonctions, celle d'aménageur, on va dire aménageur délégué privé, pour organiser toutes les études et financer toutes les études. Et c'est là où on a dépensé des millions d'euros qui, après, doivent être compensés par les charges foncières des promoteurs. Qui est donc, en fait, c'est Bouygues Immobilier et Link City. On fait partie d'un même groupe, mais on a des formats de promotion différents. Et donc, après, Urbanera et Link City vendaient les charges foncières aux 2 promoteurs, Bouygues Immo et Link City. Et en fait, le fait de pas acquérir un terrain fait que le promoteur non plus n'achète pas la charge foncière. Pour autant, c'est pas rose. Et en fait, il y a un déficit. Mais le projet, aujourd'hui, il y a un déficit. Mais en même temps, on va pas construire non plus. Et on se dit que sur le temps long, on arrivera à compenser. On est en perpétuel échange avec Euromed, qui est aussi déficitaire. Parce qu'en fait, Euromed, lui, il a acheté des terrains à une certaine valeur pour y construire 250 000 m² de charge foncière, et finalement, elles ne vont pas être construites. Donc, Euromed est en perte sur les 14 hectares. Après, c'est un risque qu'on a tous pris, finalement. Alors, pour rebondir, parce qu'il y a vraiment la question du temps long dans l'urbanisme, on le voit là sur les grandes villes, que ce soit Marseille, j'imagine Aix-en-Provence, où on arrive à avoir une vision du foncier. On a évidemment les mêmes problématiques sur toutes les villes qui sont dans le pourtour de Marseille, où là, pour le coup, la gestion de l'urbanisme, je m'adresse à toi, Jean-Marc, comment arriver à répondre à ce qui se passe depuis des décennies, c'est le mitage de nos territoires, hein, puisque on a des gens qui ont fui la ville à un moment donné pour trouver un logement, le logement individuel. Comment aujourd'hui essayer de ramener toutes ces populations, ces territoires, ces villes, sur cette question de l'intensification? Comment faire? Alors, je sais que vous avez des architectes conseils qui œuvrent, qui sont là, qui sont présents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail de fond qui est extrêmement important pour nos territoires? Oui, je voudrais rappeler en 2 mots ce qu'est le CAUE, puisque c'est de ça qu'on parle, le CAUE 13. Alors, il y a un CAUE dans chaque département, presque dans chaque département. Il y en a un dans l'autre, heureusement. Les CAUE ont été créés en même temps que la loi sur l'architecture, donc en 1977. Ce qui prouve le lien étroit qu'il y a entre la question architecturale et les CAUE. Mais ça ne s'est pas appelé les conseils d'architecture, mais les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Je pense qu'en 77, le mot environnement renvoyait plus à la question de l'environnement qui nous environne. Donc le paysage, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le paysage, plutôt que l'environnement au sens transition écologique. Peut-être certains législateurs pensaient déjà à l'environnement en transition écologique, mais a priori, c'était plutôt cette logique-là. Donc, oui, le CAUE existe donc depuis 45 ans. Et nous avons aujourd'hui la chance de disposer de 112 communes sur 119 qui adhèrent au CAUE. Et dans chacune de ces communes, nous envoyons un architecte libéral. C'est un choix délibéré. On n'envoie pas des salariés du CAUE, on envoie des architectes libéraux qui vont conseiller gratuitement les particuliers et les collectivités. Alors, pour les collectivités, il y a aussi une équipe permanente qui vient compléter le conseil. Alors, je ne sais plus quelle était ta question, mais... Non, mais c'était d'avoir une réflexion, de s'appuyer sur les outils de la métropole pour mener cette réflexion globale et en même temps amorcer ce travail de l'architecte, parce qu'il y a à la fois l'architecte conseil, mais c'est aussi valoriser le rôle de l'architecte, comment il peut transformer, on a parlé tout à l'heure de la pièce en plus, comment il peut accompagner un élu. On a vu l'exemple de Saint-Chamas. On voit bien que l'architecte est un acteur essentiel de cette intensification. Donc vous êtes enrôlé, il me semble, le 13 a la chance de bénéficier d'un CAUE actif. C'est pas partout le cas. Et si, quand même, j'espère. Ce qui est intéressant avec l'équipe, le réseau de 50 architectes qu'on envoie sur chacune des communes, c'est qu'ils sont confrontés à l'autre côté de la barrière. Dans les communes dans lesquelles on les envoie, ils ne sont pas maîtres d'œuvre, ils ont même interdiction d'être maîtres d'œuvre, et ils sont en appui de la collectivité,
Et il conseille des particuliers qui sont eux-mêmes des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage occasionnels, on est tous maîtres d'ouvrage un jour ou l'autre dans notre vie. Donc il y a les maîtres d'ouvrage très constitués, il y a les maîtres d'ouvrage occasionnels que sont aussi les petits maires, hein, enfin les petits maires sans aucun dénigrement, mais aussi chaque particulier. Et ce qui est intéressant avec ces architectes qu'on envoie, c'est que dans leur pratique quotidienne, ils sont maîtres d'œuvre, et là, ils sont confrontés à cette question de la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais insister sur cette notion de maîtrise d'ouvrage, qui est un peu oubliée. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de bons architectes, de bons maîtres d'œuvre, architectes, ou paysagistes, ou urbanistes, sans bonne maîtrise d'ouvrage. J'ai réalisé, ah bah c'est une évidence, j'ai réalisé notamment que Public sur... et privé. Public et privé. J'ai réalisé notamment que sur, je l'ai découvert il y a 2 jours, hein, sur l'île de Nantes, qui est un projet urbain assez exceptionnel en France, il y a eu 4 grands prix de l'urbanisme sur ce seul projet. Donc à la fois architecte, paysagiste, architecte urbaniste et maître d'ouvrage. Je connais bien hein, le préfet Théry qui est venu à Marseille œuvrer sur la préfiguration. Donc bon, tout ça pour dire que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et là aussi, j'ai encore oublié ta question, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non mais... Alors, justement, pour rebondir sur ce que tu voulais développer dans la question d'intensification, il y a densité, il y a le paysage, et il y a aussi le déjà là, l'existant. Donc, c'est un espace que les architectes doivent conquérir. On a peut-être eu tendance à laisser de côté. Bon, les friches industrielles ont souvent attiré les architectes, mais tu évoquais, je crois le chiffre, si je ne me trompe pas, c'est 9 millions de mètres carrés de bureaux vacants à ce jour. Donc comment transformer? Là, l'architecte est un vrai partenaire pour vous accompagner sur transformation d'usage et évidemment une requalification spatiale de ces lieux. Oui, en effet. Alors, du coup, après avoir travaillé pendant 6 ans sur les fabriques, j'ai changé, là, il y a une petite année, pour me concentrer sur les projets de transformation d'usage d'un bâtiment vide et obsolète, techniquement, ou d'occupation. Et pour ça, en fait, pourquoi? Parce que en fait, personne n'est sans savoir qu'il y a une petite crise quand même, et donc je trouve que c'est important de se réinterroger parce que je garde mon fil rouge de dire que le maître d'ouvrage est important dans un projet, mais de quelle manière le faire? Je ne renie absolument pas ce qui a été fait sur les fabriques et en neuf, mais j'ai quand même envie d'être, et ça fait partie aussi de, c'est pas un super maître d'ouvrage, c'est aussi de se dire, pour l'exemple de l'îlot vert, en fait, moi, j'ai envie d'être fière de ce que je fais, ne serait-ce que vis-à-vis de mes 2 enfants. Après, peut-être du reste, mais en fait, de leur montrer que, du coup, à moi, à mon échelle, j'essaye aussi de contribuer à la construction de la ville en gardant mes propres valeurs. Et donc, maintenant, après avoir travaillé sur des projets en neuf, je me concentre sur des projets, non pas de réhabilitation, mais de transformation, parce qu'on a réalisé il y a à peu près 1 an, et notamment le groupe Bouygues a du coup voulu créer une petite cellule. Alors Bouygues Construction, vous voyez un peu la taille du truc là. Et en fait on est 3, donc c'est pas non plus encore très gros comme démarche, mais c'est quand même pour moi une petite goutte qui arrive. De créer une petite cellule centralisée pour travailler sur les projets de transformation d'usage et transformation d'actifs. Le parc tertiaire en France, quelques chiffres, il fait 173 millions de mètres carrés. Et sur ces 173 millions, il y en a 9 qui sont vides, répartis en 5 à Paris et 4 en région. Enfin, 5 en Île-de-France, pardon, et 4 millions en région. Et sur ces 9 millions de mètres carrés, il y en a 2 qui sont vides depuis plus de 2 ans. 2 millions de mètres carrés. 2 millions de mètres carrés, c'est pas 200 000, c'est 2 millions. Enfin, moi, j'arrive même pas à m'imaginer ce que ça représente, 2 millions de mètres carrés. Et en face de ça, on a un besoin criant de logement. Et du coup, pendant les 6 premiers mois, je travaillais sur ces sujets de techniquement, réglementairement, politiquement, fiscalement, parce que la fiscalité, c'est horrible. Et du coup, il faut se concentrer sur ces sujets-là, qui ont chacun leur technicité, pour se dire comment est-ce qu'on travaille pour arriver
transformer ce qui existe déjà. Et moi, ce qui me plaisait en fait dans la thématique de la journée, c'est la partie. Enfin, je me suis interrogée, tiens, pourquoi est-ce qu'ils font une conférence sur l'architecture intense et vivante? Et je me suis interrogée, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Laure, architecture intense et vivante? Et du coup, en fait, je me le suis définie par l'inverse, par l'opposé, c'est-à-dire pas intense, donc plat, sans saveur et puis morte. Et en fait, il y a encore plein d'espaces comme ça en ville qui sont sans saveur et qui sont devenus inoccupés, qui sont morts. Et comment est-ce qu'on arrive à leur redonner vie? Et pour ça, je reboucle à ta question. Comment est-ce que on arrive à travailler ensemble? Parce que l'architecte, il a son rôle. Alors, je m'interroge vachement sur votre avenir et sur non, mais parce que en fait, je me dis comment est-ce que, j'en en parlais à midi du cursus de formation d'un architecte, etc., qui est assez opaque pour moi, mais en fait, un architecte, il va se définir pour certains avec sa façade, le trait architectural, les perspectives qu'on montre en concours, etc. Or, ce qui reste au final, je parle pour moi, ce qui reste au final, c'est la manière qu'on a d'habiter soit le logement, soit le tertiaire, d'habiter le projet qui est conçu. Et donc, si on travaille sur un immeuble qui est déjà là, toute cette première étape qui est la perspective, la vue d'oiseau, la vue d'avion, ce qu'on montre aux maires, etc., pendant un oral, en fait, ça n'existe plus. Parce que l'intelligence de l'architecte, elle doit être dans la transformation du bâtiment existant. Et c'est en ça où je m'interroge sur votre métier futur. Pas s'inquiéter. Oui, non, mais en fait, c'est pour ça que je suis pas archi. Ça va me permettre de rebondir parce que moi, je suis allé chercher l'intensification. C'est l'action de rendre plus intense. Et intense, c'est agir avec force, c'est dépasser la mesure ordinaire. Donc c'est assez étonnant de voir la définition, l'étymologie de ce mot-là par rapport à ce qu'on entend depuis ce matin, où on parle de couture, d'intervenir avec délicatesse, de prendre le temps d'eux. Et moi, du coup, c'est une question que j'aimerais poser au maître d'ouvrage, à l'urbaniste, à l'architecte enseignant, au responsable du CAE. Est-ce que l'intensification, c'est finalement un concept de plus? On a parlé nous, quand on était étudiants, c'était faire la ville sur la ville. Après, il est arrivé la question de la densité, où on a dit toutes les villes devaient avoir un immeuble de plus de 50 mètres, parce qu'il fallait faire de la verticalité, habiter le ciel. Paris avait lancé des concours où il y avait cette question de densifier, parce qu'on n'arrivait plus à répondre aux besoins. Aujourd'hui, on parle d'intensification. Est-ce que c'est un réel changement du paradigme, du concept urbain qui va modifier nos façons, nous, architectes, de construire, de s'interroger sur avec quels matériaux on construit, quelle place pour l'habitant. On parle de logements traversants depuis des décennies, c'est vrai qu'on a du mal à le mettre systématiquement en place, mais il y a vraiment toutes ces questions de revenir à l'usage, à cette sensibilité dont tu parlais. Alors, du coup, j'aimerais bien savoir si c'est pour vous, c'est juste un mot de plus ou un vrai changement. Julien? Cette table ronde, elle parle d'opérabilité. Je pense que la table ronde qu'on a vue tout à l'heure, la conférence formidable, montre une sorte de consensus. La notion d'intensification, d'acceptabilité, etc., elle est largement partagée. Je pense qu'elle est convaincante, tout le monde est à peu près convaincu. Maintenant, comment on passe à l'opérationnel, c'est de ça qu'on parle, et c'est là que ça devient plus compliqué, en tout cas actuellement, où c'est comme ça qu'on le ressent. Faire évoluer du tertiaire en logement, au logement étudiant, on a essayé beaucoup, on s'est craché. La surélévation, on a essayé, on s'est craché. On sait que la surélévation, aujourd'hui, j'étais au congrès HLM, là où il y a des algorithmes dans lesquels il y a tous les PLU qui sont dedans, et on voit apparaître des volumes verts partout qui sont les potentiels de surélévation qu'on peut avoir partout. On sait que ça pose des questions d'économie, surtout, parce que c'est l'argent, un moment d'économie, d'acceptabilité, de juridique, de structure, de coûts, de construction, etc., qui font que c'est quasiment impossible aujourd'hui à réaliser, en tout cas vu l'état des outils. Et je me rappelle une table ronde où tu étais au MIPIM, où il parlait du tertiaire, où vous expliquez que le problème de ces 2 millions de mètres carrés, c'est que c'est des actifs qui sont possédés par des opérateurs financiers, et que l'actif, il est valorisé bien au-delà, 4-5 fois sa valeur réelle.
sa valeur réelle, et donc que en fait, ils ont besoin de cet actif parce que c'est ça qui leur permet de servir de levier financier pour lever des emprunts, et qu'ils soient loués ou non, en fait, ils s'en foutent, quoi. La rentabilité du locataire, c'est quelque chose d'accessoire. Et donc, on maintient artificiellement des bureaux à des prix déclarés locatifs qui sont très importants. Ils sont pas loués, mais ils s'en fichent. Donc, on préfère garder des bureaux vides parce que c'est financièrement plus rentable, plutôt que de déprécier d'un coup son capital et d'un coup de perdre la puissance financière qu'on peut avoir auprès d'organismes, etc. Donc ça, c'est des choses qui existent chez nous, enfin qui existent à la Défense. Je crois qu'il y a des villes où c'est carrément délirant. Tu vois, la grande tour de Parc Avenue de 400 mètres avec le logement, elle est entièrement vide. Les copains d'ailleurs disent qu'elle est entièrement vide parce que c'est juste un investissement en capital. Au lieu que ce soit des lingots d'or qui dorment dans un coffre, c'est des mètres carrés qui sont là, et c'est presque chiant, quoi, d'avoir un locataire. Tu vois, il t'emmerde, il est pas content, il te déprécie, il t'abîme ta custoche. Tout ça, c'est vachement embêtant. Mais voilà, donc en fait, le passage de toutes ces bonnes intentions, de tout ce consensus qu'on a sur la question de l'intensification, sur le réel, c'est quelque chose de très compliqué. D'autant plus compliqué quand à l'école, je termine là-dessus, des générations d'élèves sont formés dessus, à adorer, encore heureux, etc. Et puis quand ils arrivent dans la réalité, qu'ils ont un bureau de contrôle qui leur dit ta paille, tu te la gardes, et ou une entreprise qui leur dit ta terre, je sais pas quoi, elle coûte 4 fois le prix, donc c'est pas possible. Tu vois, c'est d'une violence. Enfin, moi, je vois que je sais pas combien d'étudiants qui sont formés dans ces choses-là et qui vont abandonner le métier, qui vont partir sur d'autres choses. Donc le passage, il est sur du théorique au réel, il est pas encore réalisé, il est très problématique. Ça fait beaucoup de bien de voir Jean-Marc, des pour projets toi, comme ça. c'est Oui. un concept en plus ou Non, c'est pas un concept en vrai plus. changement de... Je comprends la volonté de Julien de revenir à la question de l'opérabilité. Je ne serais pas aussi optimiste que toi sur la question des acquis, sur l'acceptation de la densité. Alors, il y a 10 ans, on parlait de densité, aujourd'hui on parle d'intensité. Nous avions fait une exposition qui s'appelait Dense, dense, dense. On a pu se rendre compte à quel point ce mot rebutait une fois, mais alors 3 fois, encore plus. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment plus parler de chiffres. Il faut plus parler de chiffres. Je pense sincèrement que certains initiés, les chercheurs, ceux qui travaillent sur la réalité des données, se questionnent là-dessus, bien sûr. Mais les professionnels qui s'adressent à des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics, privés, occasionnels ou réguliers, il faut leur parler de quartier, il faut leur parler de confort, il faut leur parler d'enthousiasme sur la question des modes d'habiter. Donc il y a une culture partagée à construire avec toute la population, tous les citoyens sont des maîtres d'ouvrage potentiels, et il faut parler de ça. Je rappelle quand même que dans la loi sur l'architecture, on parle de l'architecture qui est une expression de la culture, alors ça tout le monde s'en gargarise, mais on oublie l'autre partie qui dit qu'elle est aussi d'intérêt public. Et c'est pour ça qu'on dépose des demandes d'autorisation. C'est donc faire comprendre aussi qu'on n'est pas seulement des habitants, on est aussi des citoyens. C'est le débat. Voilà. La densité, c'est aussi une question de citoyenneté. Et pour être des citoyens à part entière, il faut avoir une vie de citoyen. Et c'est ça que le projet doit apporter. Claire, l'architecte, l'urbaniste, acteur politique. Fait avec brio, Claire. Je te remercie, j'essaye. Il fut un temps récent où on parlait plus de lieu de vie, mais de lieu d'intensité. Donc oui, ça peut être un mot un peu qui en cache un autre, et en fait le mot central, c'est la vie, moi il me semble. Et le vrai changement de paradigme, c'est faire avec ce qu'on a. Tu parlais des bureaux, Vincent parlait des pavillonnaires à 3/4 vides. Faire avec ce qu'on a, c'est un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on devrait construire à la marge, et on devrait transformer ce qu'on a. Sur les bureaux, il y a aussi des expérimentations qui sont plus des expérimentations. Je ne sais pas si vous faites ça à Marseille, mais sur le fait que certains bureaux occupés accueillent le soir des personnes sans abri, à condition qu'ils aient, ou des personnes, surtout des actifs sans logement, en réinsertion. Donc l'espace douche sert à la personne qui peut prendre une douche et aller le matin au travail. Et donc dans le quartier République en particulier, on a un bâtiment qui est en cours de conception par des architectes et sur lequel cette chronotopie d'usage du bureau pour accueillir aussi des personnes, des actifs sans logement,
est intégrée. Et donc, c'est la manière de faire en sorte que la douche soit pas ouverte directement sur les bureaux, mais qu'il y ait des lieux un peu d'interface. Donc, faire avec ce qu'on a, pour moi, ça oui, on devrait faire avec ce qu'on a. Point. Et ça nécessite ingéniosité, inventivité, parce que les architectes sont formés pour ça. Je pense qu'il faudrait faire un colloque architecte-promoteur pour qu'on se parle. Et surtout, la jeunesse que tu décrivais dans les écoles d'archi, aujourd'hui, il m'arrive de faire des jurys. C'est les projets de jury, pardon, de diplôme d'architecte, ils changent complètement de paradigme. Donc ils sont déjà, alors je ne sais pas à Marseille, mais en tout cas dans certaines écoles, ils sont sur voilà, la métamorphose à partir de ce qu'on a déjà. Et donc la jeunesse et les jeunes architectes en particulier sont déjà, il me semble, dans ce paradigme. Laure ? Alors en fait, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que là, en tout cas côté maîtrise d'ouvrage, ça doit changer. On peut plus faire de la promotion comme on la faisait avant. Et donc on peut dire que c'est intensification ou pas. Je te rejoins beaucoup sur le fait que la vie, c'est ce qui est important et c'est ce qui doit nous guider en fait. Et moi, je suis aussi convaincue que les mots qui sont importants, mais c'est surtout ce qu'on dit derrière, c'est dans le faire avec déjà là, c'est l'hybridation, la mutualisation et aussi la chronotopie. Et tout ça, ça veut dire qu'on mélange les gens et les usages dans un actif, un immeuble qui est déjà là. Et ça veut dire qu'il faut réinventer côté maître d'ouvrage, mais du coup peut-être un peu côté archi, ça je sais pas. Mais du coup, il faut réinventer des réflexes qui existent depuis 20 ou 30 ans. Et ça, c'est en train d'arriver très doucement. Donc il faut y croire, c'est pas un effet de mode. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à créer des logements et des lieux d'habitation pour les travailleurs et les gens qui ont envie d'être logés, quoi. Alors, je crois qu'on doit conclure, c'est ça. Juste, j'aimerais bien que Claire, notre grand témoin, Jean-Marc, non, vas-y, Jean-Marc. Je voudrais juste dire un mot sur. Il y a une expo actuellement à la DDTM que je vous invite à aller voir sur ces questions de sobriété et de densité. Et il y a un panneau qui indique que dans les années 50, il y avait 17 mètres carrés par habitant en France. Et aujourd'hui, la moyenne, c'est 42. C'est-à-dire qu'à population égale, on a 3 fois plus de surface. Je voudrais pas non. Pardon ? Non, pour le logement. Et c'est-à-dire qu'à population égale, on a besoin de 3 fois plus de surface pour des tas de raisons. On va pas revenir là-dessus. Vieillissement de la population, les séparations, etc. Ça veut dire qu'il faudra quand même continuer à construire, parce que parfois j'ai un peu l'impression que, alors je sais que Madec dit que la première question que doit se poser un architecte, c'est faut-il construire ? Mais je pense qu'il faut construire, on a quand même besoin aussi de construire pas mal. Alors optimiser ce qui existe, le déjà là qui est sous-utilisé, bien sûr, mais il ne faut pas abandonner l'idée de construire. J'ai l'impression que construire c'est devenu un traumatisme aussi. Voilà. Bon, il faudrait peut-être sortir de cette logique-là aussi. Alors Claire, peut-être juste pour conclure, moi ce que j'entends dans cette table ronde, cet après-midi, c'est qu'on s'aperçoit que l'urbaniste, comme l'architecte, c'est un acteur politique de nos villes. On a une prise de position forte, on est aux côtés des élus, mais on a une vraie responsabilité dans nos dessins, dans nos propositions qui est de l'ordre du politique, qui dépasse le simple projet. Oui, l'architecte, enfin, il me semble, et en tout cas, j'essaye de l'appliquer à moi-même, de nous l'appliquer. Je m'applique 2 choses. La première chose, c'est je ne construis pas, puisqu'on fait aussi de l'architecture, mais on construit, si moi-même j'ai pas envie d'y habiter. C'est-à-dire que dès que je vois une limite, et souvent je dis à des opérateurs, je leur dis, mais vous habiteriez vous là dans votre T2 plein nord, orienté, qui voit jamais la lumière? Au rez-de-chaussée. Et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, on s'autorise aussi à refuser ou à quitter des commandes qui dépassent parfois certaines limites et certaines bornes. Donc ça nécessite aussi une forme d'abnégation. Et l'architecte... donc la première table ronde que j'avais proposée pour le Grand Prix, c'était sur l'éthique de l'architecture. Et voilà, il me semble que être architecte et urbaniste, c'est un engagement et c'est au service des gens qui vont habiter et au service de ceux qui vont habiter demain, mais aussi après-demain. Donc il y a une forme aussi de résilience à adopter dans les projets de réversibilité.
D'accord. Merci en tout cas pour vos interventions.